Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver en cette soirée du 3 janvier 2021. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne heureuse année, puisque c'est la première fois que je vous vois dans la nouvelle année. Bonne heureuse année également à notre consultant politique qui est resté disponible tout au long de l'année 2020 et certainement tout au long de l'année 2021 également. Bonne heureuse année, Agapit Napoléon Mafourican, bonjour. Merci Robin, merci à tous nos téléspectateurs, bonne année à nos téléspectateurs, aux personnes très branchées sur notre décryptage de l'actualité. Je les remercie de leur fidélité, je les remercie d'être toujours câblés, d'être toujours disponibles. Je remercie ceux qui ont souvent l'habitude de réagir. De faire des retours. De faire des retours. Je voudrais saluer Madame Kenom à Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer Monsieur Agassonon à Dakar et sa collègue. Je voudrais saluer les amis sur Paris. Je voudrais saluer tous ceux qui à l'intérieur du pays nous suivent. Une pensée pour les amis qui ne veulent pas qu'on cite leur nom, mais qui sont disponibles et qui appuient l'émission et de leurs conseils de diverses manières. Je voudrais leur dire, 2021, nous allons essayer de faire beaucoup mieux. Et voilà. Donc, bonne année à tous. Reprenons le chantier. Le chemin du chantier, comme on le dit, reprenons nos roues d'abat et autres coupe-coupe, nos stylos, tous nos outils en main pour pouvoir construire, continuer à bâtir la nation. Voilà. Très bien. Vous savez, Agapit Napoléon Mafourican, la nouvelle année, les années donc nouvelles coïncident également avec la présentation de vœux. Le chef de l'État a montré l'exemple puisqu'il a présenté au peuple béninois donc ses vœux de bonne heureuse année, bonne santé, inspiration positive. Que peut-on retenir de ces vœux du chef de l'État à l'endroit de tous les citoyens béninois? La fierté d'un citoyen, d'un homme heureux, d'un homme d'État heureux de faire aboutir ses objectifs, d'atteindre ses objectifs, de la fierté du travail bien accompli, la satisfaction de l'endurance, d'une projection assumée, d'une méthode maîtrisée et d'un calendrier bien géré. Et ça, on sent le président Patrice Talon heureux, fier d'être béninois, fier de servir le Bénin et donc fier donc des résultats qu'il a pu avoir. Je pense que les vœux de cette année, c'est là, il a salué la résilience, il a salué, et ça c'est pas la première fois. Il est revenu sur la fermeture des frontières avec le Nigeria, et ça c'est pas rien. Beaucoup avaient vu l'hécatombe en ce moment-là. La gestion de la Covid, il n'en a pas parlé, mais ça a été quelque chose d'extraordinairement bien conduit. Aujourd'hui, on est à moins de 100 cas déclarés. Et pourtant, ça vit normalement dans le pays. Donc, le mal est communautaire, le Bénin l'a assez bien géré. Il parle au niveau des réformes politiques. Aujourd'hui, c'est un acquis. Il y a encore quelques petits soubresauts ça et là, mais nous irons à la présidentielle. Il a dit, lors de son discours sur l'état de la nation, avec l'espérance qu'il y aura plusieurs listes en jeu. Et donc, ceux qui ont des craintes, ceux qui ont des appréhensions, tout ça va se tomber. Et ce serait un homme fier, heureux, qui une fois dans l'histoire de notre pays aurait conduit des réformes, même les plus douloureuses, en un quinquennat. Je pense que ça, le président n'a pas boudé son plaisir et surtout sa disponibilité à ne pas se dérober. À ne pas se dérober. C'est important et justement parce que Agapit Napoléon Mafourican, vous nous avez habitués à quand même lire un peu le timing des choses parce que moi, personnellement, je suis pressé par l'annonce formelle du chef de l'État en ce qui concerne sa candidature. On a eu plutôt des indices forts lors de cette adresse concernant les vœux Agapit Napoléon Mafourican. Oui. Vous l'attendiez lors du discours sur l'état de la nation. Je vous ai dit que c'est pas là qu'il fallait l'attendre. C'était au niveau des vœux et ça n'a pas raté. Le chef de l'État, lorsqu'il disait dans les conditions de sa candidature, lors de l'interview qu'il a eu à faire il y a quelques mois, voilà, à France 24. À France 24. D'abord. Et à RFI, il y a quelques mois, il y a 13 mois. Quand on lui a demandé les conditions de son retour possible, il a donné 3 conditions. Parmi lesquelles il y a l'envie, lui-même, il y a le facteur lui. Il y a d'abord les résultats.
il y a peut-être la demande de la... mais il y a l'envie, lui, son envie à lui. Et ça, quand vous avez écouté ce discours des vœux, les vœux, vous comprenez que le chef d'État, après avoir fait le tour du pays, après avoir constaté le travail qui est fait, après avoir vu tout ce qui est conduit, la chaleur avec laquelle il a été reçu, les résultats probants qui rendent fiers les populations à la base, tout ce qui se fait ne peut s'arrêter en si bon chemin. Il dit d'ailleurs qu'il a constaté une adhésion à la dynamique. Absolument. Et ça, c'est pourquoi je parle de la fierté d'une méthode assumée et bien gérée. Et ça, quand vous en êtes là, comment voulez-vous vous dérober à cette tâche, à cette fierté, à cette tâche, à cet attachement et à cette attente, à cet appel fort et à cet appel constant et pressant. Le président a lâché. Il ne peut s'y dérober. S'il ne peut s'y dérober, donc c'est un citoyen, c'est un serviteur de l'État, fier de le faire, qui a bien envie de continuer. Il dit d'ailleurs qu'il a constaté une adhésion à la dynamique. L'adhésion, ce n'est pas celle de quelques milliers d'intellectuels de Cotonou, de Porto-Novo et de Parakou. L'adhésion doit être populaire. Le chef d'État a planifié 54 villes. Il en a fait 60. Et il ambitionne de terminer le job dans les 2 semaines qui arrivent. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas eu l'adhésion, s'il n'avait pas vu cette ferveur, il n'aurait jamais eu l'envie de continuer. Donc, quand les gens, le peuple, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est pas eux le peuple. Le peuple, c'est les 11 millions que nous sommes, les 12 millions de Béninois, et c'est surtout ceux qui se battent, ceux qui transpirent, ceux qui à coups de dabat, de coupe-coupe, de roue, de hache, bâtissent le Bénin. C'est eux également le peuple. Ils sont dans nos contrées, ils sont dans nos campagnes. C'est eux les pêcheurs, c'est eux les artisans, c'est eux les cultivateurs, c'est eux les éleveurs. C'est pour ça que tout ce que nous consommons, c'est ça, produit par le peuple. C'est également, nous aussi, intello de Cotonou sans doute. Mais les bavardages de Cotonou, de Porto-Novo et de Parakou ne peuvent pas servir à bâtir un État. En fait, bon, on ne fait pas une fixation sur ces villes. Les bavardages ne peuvent pas bâtir un État. Donc vous comprenez qu'on a besoin du travail. Et c'est ce peuple travailleur que le chef d'État a rencontré sur le terrain. Quand vous avez fait ça, quand vous avez vu ça, vous ne pouvez qu'avoir l'envie de continuer. Vous avez vu à Cotonou le chef d'État, à la clôture de sa tournée. Au palais des congrès. Il était heureux. On sentait un homme heureux et fier. Pas pour lui, pour le Bénin. C'est le Bénin qui gagne, a-t-il dit. Nous avons vaincu nos démons. Alors l'autre, vous l'avez si bien fait la dernière fois, le lien entre la fatalité et le démon. Mais pour vaincre la fatalité, il fallait quoi? Le travail. Au travail, mes amis, a dit Albert Évora, avait-il dit. Mais nous n'avons pas tenu compte du mot travail. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Mais le travail là a disparu aussitôt. Et la fatalité est revenue parce que nous voulons gagner très vite, très peu. Chacun se battait pour son positionnement, très peu. Et les compromis sont devenus compromissions. Et nous avons renié tout ce qui avait été fait à la conférence nationale. Et on pense que c'est en répétant conférence nationale, consensus, de renouveau démocratique, qu'on se développe. On ne peut pas se développer comme ça. Nous avons pris la grève comme la règle d'or. On a pris la contestation post-électorale comme le principe fondamental, comme la norme. Nous avons mis la paresse au devant, la dilapidation des fonds des deniers publics, le goût du gain facile. C'est-à-dire que les tares anciennes n'ont jamais disparu réellement. Ces tares que le PPB avait réfréné un peu, il faut le dire, ces tares avaient disparu plus ou moins peu ou prou sur le PPB, mais quand on a lâché 90 les libertés, on a lâché les tares, on a lâché les dérives, et on a passé 30 ans de dérives. Cette fatalité-là, on ne l'a pas vaincue. Et alors, parce que les démons étaient là, les démons de la division, les démons du gain facile, tout ça était là. Les démons de Badé Tchedjanabi, c'est moi seul qui existe. Les démons de Edougan, Doula, c'est bouffé. Donc, c'est ces démons-là qui sont restés et qui n'ont pas permis que nous avancions. Ici, c'est le Bénin. À la veille, on contexte. Après, on obtient Strapontin et on repart de plus belle. C'est ça, nos démons. Et donc, un homme est arrivé, un homme qui connaît le système, un homme qui a participé au système. Et qui a dit, un homme qui a j'ai profité sans doute par le système. Et qui le remarque. Parce que quand les gens disent, oui, lui-même là, je dis non.
Si on va passer de lui-même là, personne ne changera rien. Personne ne changera rien. Et lorsque Gorbatchev a lancé la perestroïka et la glasnost en Union soviétique en 85, 86, c'est parce qu'il a déjà participé au système qu'il le connaît de l'intérieur et qu'il a pu faire les changements qu'il fallait. Et lorsqu'est venu le moment de le porter en triomphe, on n'a pas dit qu'il avait participé au système. Il ne s'agit pas d'avoir participé au système. Il s'agit de prendre conscience qu'il y a un changement à opérer et surtout d'avoir le courage de l'opérer. Et c'est ça, les acquis de Patrice Talon. Donc, il a remarqué cette adhésion populaire. Et lorsque vous avez remarqué cette adhésion, vous avez cette fierté de servir, vous ne pourrez pas vous dérober à la mission. Je pense honnêtement que ce discours, c'est le lien, c'est le discours du oui, mais pas encore assumé, mais le oui de principe. Je suis intéressé parce que je ne peux pas abandonner, je ne peux pas vous lâcher en si bien chemin. Je suis intéressé. En tout cas, le oui pour ceux qui comprennent, qui savent lire entre les lignes. C'est clair. On dirait, voilà. Ce n'est pas le moment encore de la déclaration de candidature, mais il est clair que le président a envie donc de poursuivre le service. Voilà. Très bien. Agapit Napoléon Maphorican, nous avons terminé l'année 2020 avec quelques faits marquants, bien évidemment, avant de parler de ces enjeux politiques d'une année charnière, donc 2021, avec l'invité que Angèle Toboula a reçu ce matin. Avant cela, on va faire une petite rétrospection et vous avez commencé d'ailleurs par le dire. Vous savez que l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et le Bénin a enregistré son premier cas le 16 mars. Je voudrais vous inviter et nos téléspectateurs également à suivre très rapidement cette confirmation annoncée bien évidemment par le ministre en charge de la Santé. Béninoises, Béninois, mesdames et messieurs, aux premières heures de ce lundi 16 mars 2020, les analyses effectuées au laboratoire de référence des fièvres virales hémorragiques de Cotonou ont confirmé le diagnostic du Covid-19 sur un échantillon provenant d'un cas suspect suivi sur le site d'isolement et de prise en charge de Cotonou. Le Bénin vient ainsi d'enregistrer un cas d'infection au coronavirus Covid-19. Il s'agit d'un sujet de nationalité burkinabé, de sexe masculin, âgé de 49 ans, qui est rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020. En retraçant l'itinéraire suivi par le sujet, il est apparu qu'il a quitté le Burkina Faso le 21 février 2020 et a séjourné durant 11 jours en Belgique. Il est retourné au Burkina Faso le 4 mars et y est resté durant 8 jours jusqu'au 12 mars 2020, date à laquelle il est rentré sur le territoire béninois par voie aérienne. Après avoir vaqué à ses occupations professionnelles les jeudis 12 et vendredi 13 mars 2020, sans respecter les mesures d'auto-isolement prescrites à l'aéroport, il a présenté des signes cliniques atypiques de rhume, toux et fièvre, signes l'ayant motivé à réaliser des bilans biologiques dans une clinique le 14 mars 2020. Devant l'absence d'éléments biologiques objectivables, il s'est rendu sur le site d'isolement et de prise en charge de Cotonou le 15 mars 2020 à 9h30 où un prélèvement nasopharyngé a été immédiatement réalisé. Et donc, le premier cas au Bénin a été détecté le 16 mars 2020. Aujourd'hui, nous en sommes à 3167 cas confirmés, 3061 sujets guéris et puis 44 décès. Qu'est-ce qui a favorisé, bien évidemment, ce succès du Bénin en ce qui concerne la gestion de cette pandémie Agapit Napoléon Maphorican? La vision du gouvernement, tout simplement la vision du gouvernement, le sens de l'anticipation, une gestion responsable, après une analyse de la situation. Vous savez, ce qui fait un homme d'État, ce qui fait un système, c'est la capacité à anticiper les événements et à se prémunir parce que les peuples vous ont élu les dirigeants pour qu'ils puissent s'occuper de leur vie, de leur destin, de leur sort. Ils ont confié aux dirigeants leur destin. Ils ont transmis
Ils ont transféré leurs prérogatives pour qu'ils s'occupent de leur destin. Et en retour, les gouvernants avaient ont le devoir, donc, d'anticiper, d'assurer la sécurité publique, d'assurer la santé pour tous, d'assurer ce droit au développement dont on a souvent parlé. Et donc, le gouvernement du Bénin a été prévoyant. N'oublie pas que le premier cas de Covid-19 a été annoncé en Chine vers octobre-novembre 2019. Et donc, tout gouvernement devrait l'anticiper en sachant que, peu ou prou, de toutes les façons, ça finira par venir. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a anticipé en réquisitionnant certains hôtels, en faisant des commandes d'un certain nombre de produits, d'équipements utiles, nécessaires, et en préparant le personnel. Moi, j'ai connu des gens qui ont séjourné dans ces centres-là, qui ont témoigné du professionnalisme des agents, du personnel qui a été déployé. Et ça, il faut les saluer ces personnels, saluer ceux qui ont risqué leur vie, tout jour et nuit, pour que nos populations se portent mieux. Une organisation magistrale du côté du ministère de la Santé, autour du chef de l'État, et donc une information régulière, une alerte permanente, et donc... À travers d'ailleurs une plateforme qui est bien mise en place. Exactement. Donc le peuple est informé. Et une prise en charge franchement impeccable. Cela dit, il y a eu quelques prisonnances parce que les populations qui sont habituées à la liberté, tout le monde était habitué à la liberté, à aller et venir. Lorsqu'on les confine, presque. Lorsque vous devez vous rentrer de voyage, on vous garde dans un hôtel. Pendant 14 jours. C'est pas tout facile. Donc il y a eu quelques petites malcompréhensions. Et justement, aux premières heures de cette pandémie au Bénin, beaucoup avaient souhaité des mesures radicales, même la fermeture des écoles, des établissements scolaires. Comme on a pu voir autour de nous, dans certains pays, au niveau du monde, au niveau mondial, au niveau africain, dans les pays limitrophes, beaucoup s'attendaient effectivement à ce qu'il y ait fermeture des écoles, des frontières. Le gouvernement a fait vaquer l'école en anticipant de quelques jours les congés de Pâques. Tout à fait. Et pour bien gérer. 3 mois après, les classes sont réouvertes. Et puis voilà, et encore là également une bonne gestion pour gérer, pour faire mettre en œuvre les mesures barrières, donc les classes non, qui n'étaient pas les classes du primaire ont été laissées pour compte, sauf celles qui devraient aller à l'examen. Bref, une bonne régulation qui nous a permis donc d'être encore en activité. 44 morts, c'est beaucoup. 44 morts, c'est tellement marginal par rapport à ce qu'on a vécu. Et on aurait pu ne pas aller à ce niveau si nous avons été un peu disciplinés. Je pense que c'est l'individu qui ne comprend pas toujours comme se bat pour lui. Parce que si les mesures, les directives gouvernementales avaient été bien suivies, et les recommandations, tout, je pense qu'on aurait pu rester en deçà de ce chiffre-là. Mais nous sommes l'un des pays qui a le mieux réussi à gérer, à juguler cette pandémie. Tout à fait, et vous avez raison. Au regard donc des statistiques dans d'autres pays, c'est bien alarmant. On va parler aussi de cet enjeu ce défi que le Bénin devrait relever en 2020. C'était les communales, et les communales qui nous ont livré un certain nombre d'épisodes qui n'étaient peut-être pas attendus. On a parlé donc de cette loi interprétative qui était qui avait été adoptée par les députés parce que justement on constatait un certain nombre de choses. Agapit Napoléon Mafori, quand les communales se sont bien déroulées, on s'est retrouvé avec 3 partis politiques qui s'en sont sortis avec donc des conseillers et bien évidemment des maires. Pour d'autres, la déception, c'était quand même un parti comme le PRD qui n'a pas pu avoir le seuil de représentativité et donc participer à l'attribution des sièges. Oui, on l'a souvent dit, hein, je pense qu'on ne va pas trop s'éterniser là-dessus. Moi, ce que je retiens, c'est simplement le succès. C'est d'abord la première mise en œuvre donc, des nouvelles réformes, parce qu'il y a eu d'abord les législatives de 2019 sur fond de malcompréhension ou de tentative de blocage de l'opposition. Et heureusement, on a pu s'en sortir, hélas, avec un parlement de partis
et soutenant l'action du gouvernement, ce qui fait jaser certains, mais qui n'enlève rien, comme je l'ai toujours dit, qui n'enlève absolument rien à la qualité de la représentation nationale de notre Parlement, à partir du moment où le peuple ne peut élire que ceux qui se sont présentés à lui. Et comme l'a si bien dit Adou Konou ce matin, l'opposition, la chance lui avait été offerte d'être présente. L'opposition a voulu jouer au dilatoire, au point de voir bloquer le processus. Il fallait bien aller aux élections. Donc là, on ne peut rien faire, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, je le répète souvent. Et donc, on est allé aux élections. Donc, après, il y a eu le dialogue politique. Il y a eu quelques retouches importantes au code électoral. Et donc, les élections communales étaient une sorte de test. Ça a marché. Il faut saluer la discipline des partis, comme le PRD, et de son président, M. Adrien Ouedji, et donc les militants, les locales, parce que ce parti est un parti historique, comme eux-mêmes le disent. Et quand vous regardez une ville comme Porto-Novo, le PRD trône là. Parfois, certains, en voulant chariter le maire, disent, ben, voilà le maire qui dirige, qui avec moins de 30% dirige une ville à 70% PRD. Bon, ça c'est pour le chariter. Après, bon, la volonté populaire, la volonté du peuple s'exprime à travers les lois et les élections. Donc, dans la loi, on a prévu un seuil de représentativité au niveau national de 10%. Le PRD ne l'a pas atteint, donc le PRD est présumé, est supposé non représentatif pour avoir un maire, pour avoir des élus au niveau communal ou municipal. Voilà ce qui fait que dans les localités où le PRD est venu en tête, dans l'Ouémé notamment, le PRD a été éjecté. Et donc, là, le partage a pu se faire entre les partis de la majorité présidentielle. Enfin, les partis en liste, ça veut dire que le PRD et l'UP, le BR et les FCBE. Voilà. En tout cas, la loi interprétative maintenant. Jusque-là, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi donc cette sollicitation du Parlement pour pouvoir corriger les choses alors qu'on pourrait quand même s'entendre entre acteurs politiques. C'était un acte politique majeur. Moi, je ne l'aurais pas souhaité, je l'ai dit à l'époque, mais c'était un acte politique majeur pour peut-être discipliner la troupe. C'est un peu comme un coup de force, comme le 49-1 en France, comme les mesures spéciales du chef de l'État parfois. C'était un acte politique, tout simplement, parce qu'il y avait trop d'indiscipline sur le terrain. Il y avait la possibilité de laisser le contentieux aller à l'organe en charge, c'est-à-dire la Cour suprême. Je pense que les députés ont usé de leurs prérogatives et ont voulu faire trancher dans le vif. Rien ne les empêchait. Ils ont utilisé cette arme. Bon, moi, je ne l'aurais pas fait, mais je me demande s'ils n'ont pas raison. Alors donc, laissons l'histoire peut-être nous dire s'ils ont raison ou pas. Mais comme je le dis, moi, je ne l'aurais pas conseillé. Mais après, ils ont réglé le problème. Et c'est peut-être ça l'essentiel. Voilà. On dit en toute chose, seule la fin justifie les moyens. Parfois, pas toujours. Pas toujours. Et bien, dans le cas d'espèce, on doit quand même retenir que le désordre qu'on a vu sur le terrain a ajouté au passé que nous connaissons. Et qui fait que les majorités sorties des urnes ne sont pas toujours celles qui dirigent les localités, font que il faudrait pas, on peut comprendre l'attitude des députés. Le contentieux, c'est la lecture que le juge du contentieux fait. Et quand c'est tranché, c'est tranché. Je pense que quand le peuple, les députés eux-mêmes sont là, ils se disent non, c'est pas la peine que le juge parle en notre nom, c'est à nous même d'y aller directement. Par ailleurs, je vais quand même revenir un peu et dire un petit mot encore de plus pour dire, en fait, ce qui est important à retenir dans cette loi interprétative et complétant, non? Tout à fait. Le code électoral. Code électoral. C'est que il faut qu'on tire le son pour que désormais, c'est un souhait, qu'en allant aux élections, qu'on sache déjà qui porte la liste. Clairement établi. Parce que ça a été facile dans d'autres communes, mais, comme Cotonou. Oui, non, mais c'était pas si facile que ça. C'était pas si facile. On savait qui portait la liste de l'UP. On savait pas qui portait la liste du BR, par exemple. Mais l'UP, il y avait eu des vérités également contre Luc Atropo. Il y avait 2 ou 3 qui voulaient encore prendre, au sein de l'UP qui voulaient. Malgré que c'était presque acquis. Mais ils estiment que la loi n'a pas dit ça. À Porto Novo, c'était presque acquis. Et pourtant, il y a eu des vérités. Exactement. Donc,
Je pense humblement que pour discipliner et pour que le peuple lui-même se sente vraiment concerné, il faut que quand je vote à Porto-Novo, je sache pour quel maire je vote. Si je vote UP ou je vote BR, que je sache déjà le visage du maire. Donc, ce serait bien, déjà. L'électeur de Djougou, en votant, était presque ceux qui votaient Malick Gomina. Vous voyez, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Je ne sais pas si l'électeur de Boycon, en votant, savait qu'il votait Rufino. Ça, c'est voilà le problème. Parce que certains votaient Amagassé exactement. Et d'autres à Gossaga. Voilà. Donc, c'est là le hic. Il faudrait que nous puissions avancer, évoluer, parce que c'est des élections de type local. Ça met en contact directement l'électeur avec son chef, avec son dirigeant. Il faudrait que, en votant un conseil communal, je sache déjà quel maire je vote. Voilà. Très bien. En 2020, le Bénin compte, en tout cas à la date d'aujourd'hui, formellement, 14 partis politiques. Le dernier en date, c'est le parti Les Démocrates qui a pu recevoir son récépissé d'ailleurs définitif. Ce récépissé qui a été présenté au président d'honneur du parti, l'ancien président donc Thomas Boniaï. Et justement, à l'issue de cette présentation, une déclaration, je voudrais vous inviter à suivre tout ensemble justement cette déclaration et nous reviendrons plus tard. Vous tenez à participer à l'animation de la vie politique dans notre patrie commune, le Bénin, que j'adore infiniment. Ce n'est pas donné à tout le monde par les temps qui courent. Merci à vous. Que Dieu vous protège. Amen. Merci également à nos gouvernants, au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, au président de la République, à tous, à la société civile, à toutes les forces vives qui ont contribué, aux populations, à tout le peuple béninois qui ont contribué à l'avènement ou à l'aboutissement de cette requête que nous confèrent les lois de la République. Mes chers compatriotes, tout est bien qui finit bien. Et qui commence bien également. Et qui finira bien au nom du Père Céleste. Le Bénin sera toujours béni par notre Père Céleste. Je ne peux pas militer dans un mouvement qui n'est pas responsable. Lorsque j'ai été sollicité avec mon cher ami le président Soglo, il est en train d'arriver. Nous partageons la même conviction. Dieu veillera toujours sur lui. Amen. Toujours sur lui. Amen. Dépositaire et premier exécutant des résolutions de notre conférence nationale de 1990. Le parti Les Démocrates a donc reçu son récépissé au bonheur des membres de ce parti politique. De toute façon, le parti revendique ou réclame, je ne sais pas, puisque ça fait partie des exigences du parti, une assise nationale. Agapit Napoléon Bafouréka, nous entrons déjà dans les enjeux politiques de cette année charnière 2021. Les Démocrates qui ne comptent pas rester en dehors donc de la compétition électorale. Je pense qu'il faut revenir sur quelques éléments sur lesquels j'avais déjà opiné une fois. Regardez, est-ce que l'obtention d'un récépissé a besoin de tant de bruit? C'est non. Ah, vous trouvez que c'est un bruit? On a présenté au président d'honneur. On n'a pas besoin de bruit. Ça me rappelle lorsque certains partis ont eu leur... Ils sont allés à la Sénat et ils ont eu, je ne sais pas, quand vous déposez votre demande. Tout à fait. Je rends grâce à le récépissé de dépôt non, on n'a pas besoin. Préparons-nous bien les dossiers alors. Ça fait pas dire, c'est un cheminement normal. C'est un processus normal, ça ne peut pas donner lieu. En fait, vous trouvez que le processus est normal, mais il y a quand même des embûches, il y a des étapes à franchir. Ce n'est pas facile. Les réformes à la Chambre des partis donnent droit au ministre de l'Intérieur de faire une seule observation de fond sur les correctifs. Après, le reste, c'est la mise. Quand en corrigeant, il y a encore des failles.
le ministre statue directement avec. On demande au parti de corriger au fur et à mesure. Donc, c'est les collectifs là qui ont pris du temps. La preuve, les résultats du FCBE même et des démocrates, eux-mêmes disent, oui, on nous a dit de faire ça, on va le faire. On va se faire, on est à pied d'œuvre. Donc, eux-mêmes sont conscients qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait des trucs à corriger. Regardez, on s'est rendu compte qu'un parti connu il y a plus de 10 ans, qui a tenté de se mettre en conformité à la charte des partis politiques, on s'est rendu compte dans ce dossier qu'il y avait des mineurs qui étaient déclarés à l'époque et qui constituaient le nombre qui créait le parti. Et aujourd'hui, ils ont remis les noms de ces mineurs-là. Alors que, au moment où le parti se complète, c'est une mise en conformité. Ceux-là n'étaient pas encore majeurs. Ça pose un problème sur l'origine même. Donc, il y a assez de dysfonctionnement. Regardez, lorsqu'il a pris le président de la Sénat, de ce que j'ai apprécié, le péché par la générosité, vous voulez dire? L'expression m'échappe. Hein. Oui, c'est un peu pas pudeur, c'est un péché pas pudeur, parce qu'il voulait être loin, il voulait être honnête. Il voulait donner trop de détails, voilà. Donc, le diable est dans les détails, dit-on. Donc, en voulant être très détaillant ou très pointueux et expliquer tout, il a parlé de cette affaire de faute mineure. De faute mineure, hein, tout simplement, et ça a fait bouger un peu la toile. Alors, donc, on n'a pas besoin. Ça veut dire quoi? Qu'il y a trop de dysfonctionnement. Parfois dû à l'administration elle-même. Et donc, tout ça a permis, peut-être que ça a retardé. Je pense qu'il faudrait, si vous voulez être dirigeant, vous voulez être responsable, il y a des voies normales que vous devez emprunter, notamment croire en votre administration. Quelle que soit ses failles. Respectez vos dirigeants. Respectez les lois de la République. Donc, tout à l'heure, j'ai écouté le président Yahi dit, nous remercions tout le monde, nous remercions le président de la République, nous remercions le ministre. Bien, ça c'est classique. Mais il faut le faire sérieusement. Interroger aux lois. Respecter ce qui doit être. Et quand le droit est bafoué, saisir les juridictions, leur faire confiance. Même si on n'est pas d'accord, leur faire confiance en disant ça va s'améliorer. C'est ça, votre discipline déjà vis-à-vis des instances. C'est comme ça qu'on peut vous donner vous-même l'autorisation de diriger. Mais si vous ne pouvez pas le faire, comment vous voulez que d'autres se dérogent à vous, votre autorité? Parce que quand vous créez un parti politique, c'est que vous avez vocation à conquérir et exercer le pouvoir. Alors donc, vous me demandez, ils demandent une assise. Mais ils sont le dernier parti venu. Ils n'ont qu'à regarder ce que les textes disent pour aller aux élections et aller aux élections. Ils ne peuvent pas rentrer dans le jeu tout de suite et dire, mon âme, nous exigeons, ils peuvent rien exiger. En fait, ils sont confrontés à une question cruciale qui sera d'ailleurs au cœur donc, du délibéré de la Cour constitutionnelle le 7 janvier prochain. La question du parrainage. Les démocrates trouvent que le parrainage, en tout cas en l'état, ça poserait problème. Il faut aller donc à une assise nationale. Et on n'a pas besoin d'assise pour le parrainage. Le chef de l'État a dit à Porto Novo qu'il espère que le peuple a choisi entre plusieurs projets de société. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que plusieurs fois le chef de l'État, lors de sa tournée de réduction de comptes, là, il a rappelé également que les parrainages seront donnés, qu'il y aura pas plusieurs candidatures. Donc, d'une manière, les gens n'ont qu'à aller quérir les parrainages. Il faut qu'ils aillent faire comme le Front National en France, qui, malgré les fronts républicains contre lui, a tout fait tout pour se battre pour avoir ses parrainages. C'est aussi une démocratie, non? Comme nous citons un exemple. Mais n'oubliez pas que se substituant aux grands électeurs, la question de parrainage a fait irruption en France dès 61, 62. C'est là, depuis lors. Et c'est des parrainages d'élus et non du peuple. D'élus, il fallait 100 parrainages d'élus à l'époque. Aujourd'hui, on est à 500 parrainages d'élus. Alors, donc, on n'invente rien. Le Bénin n'a rien inventé. Le parrainage existe. Et sa fonction, c'est de réguler, c'est permettre de gérer les candidatures fantaisistes qui distraient l'opinion. Mais est-ce que ce n'est pas une question de dignité pour le parti Les Démocrates quand on sait que ce parti a toujours dit, voilà, l'Assemblée nationale qui est là, ce sont des députés, voilà, monocolores, des députés qui sont illégitimes, un certain nombre de choses. Allez voir donc ces députés pour leur dire, ben, parrainez-nous. C'est une question de dignité. Donc, si vous voulez être, vous savez que Charles de Gaulle a dit à Sékou Touré, et devant tout le peuple guinéen en 58, vous voulez la liberté, vous voulez une indépendance, mais prenez-la. Toute option a un coût. S'ils ne veulent pas
demander de parrainage, ils n'iront pas à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle n'est pas une élection de parti politique, je vous l'ai dit. Une fois. L'élection présidentielle, c'est une élection d'une personnalité, d'un citoyen qui se sent capable d'assumer les hautes fonctions du chef de l'État, qui se laisse porter par un parti ou plusieurs partis politiques. Mais ça, là, n'est pas le problème. Ça, c'est pour l'ancrage citoyen. C'est pour l'ancrage électoral, ça. Mais au niveau même de la validité de la candidature, ce n'est pas le parti politique qu'on regarde, c'est les parrainages. Donc, si vous n'avez pas de parrainage, vous n'êtes pas candidat. Là, ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire d'individus. Alors, vous voyez les démocrates. Dans les démocrates, si l'un dit, moi je ne vais pas aller créer un parti politique, l'autre, il peut avoir un militant dedans qui dit, moi je vais être candidat à l'élection présidentielle, et il va chercher des parrainages, et il sera candidat. Quand il n'a pas de parrainage. L'élection présidentielle n'est pas une élection de parti politique. Ce n'est pas comme les législatives et comme les élections communales. L'élection présidentielle met en face des citoyens. Ils peuvent être portés politiquement par des partis, mais ils doivent démontrer leur capacité de mobilisation des élus. Et je reviens toujours sur mobiliser des élus autour de leur candidature. Ici, il est question de valider derrière l'élection, la candidature, par les mandats des élus. Et les UPBR, là, ils ne peuvent pas s'enfermer pour dire qu'ils vont donner seulement à ceux qu'ils veulent. Ils sont obligés de donner à d'autres. Ils doivent s'ouvrir. Parce qu'ils sont des UPBR pour aller aux élections au FCBE, mais ils sont allés aux élections, ils ont acquis le mandat d'élu. Et de ce mandat d'élu, ils doivent déroger à l'obligation de la loi de donner des parrainages à ceux qui vont les demander et qui le méritent. Il y a une lecture politique dedans. C'est leur conviction à eux, élus du peuple. C'est leur conviction qui leur permettra, leur intime conviction également, je peux le dire, qui leur permettra de dire cette candidature est valable, cette candidature n'est pas valable. Donc, qu'on souffre que quelqu'un fasse ça. C'est des élus, je le dis toujours. Ils n'ont pas usurpé leur mandat. Ils ont été élus. C'est pour ça qu'il faut se battre pour se faire élire. Il ne faut pas jouer au dilatoire. Si l'opposition n'avait pas joué au dilatoire en 2019, elle serait là. Donc, quand les FCBE ont voulu y aller, les faucons ont empêché que ça marche. Que ça marche au niveau des FCBE. On les a traités de tous les noms. Paul Hongpère, on l'a raillé dans ce pays. On a dit qu'ils ont récupéré. C'est dommage par ailleurs qu'ils se chamaillent parce que, encore autour de sinon, je pense qu'ils avaient déjà gagné le pari, le FCBE. Parce que les démocrates aujourd'hui, ils ont reçu quoi de nouveau? Quand ça a été changé et ils sont aujourd'hui déclarés. C'est ce qu'ils ont refusé hier qu'ils ont accepté aujourd'hui. En fait, eux, ils ont suivi le processus édité par le président d'honneur. Ils ont suivi le président Yahi Boni dans sa lecture des choses. Mais vous ne pouvez pas. Un parti ne peut pas être un parti qui suivent les positions d'une seule personne, même s'il fut le guide, le guide manager ou le président fondateur du parti. À un moment donné, il faut expliquer. Et c'est ça que les autres ont fait en disant, nous voulons lui faire une bonne surprise. Imaginez Boni Yahi et toute la famille originale FCBE mobilisée autour de ce récépissé de l'époque où est-ce que le FCBE aurait été. Donc, les gens ne font pas le bilan de leur comportement. S'ils n'avaient pas rejeté le travail que les Hongpère Djemba, Gaba et Yarou, tout ça, ont fait, s'ils avaient pris ce document. Et les gars ont dit non, c'est pour lui qu'on fait ça. On lui demande de nous. Ils l'ont presque supplié. Et il y en a qui ont joué aux Zozo, au Batamor, ils ont joué là, et voilà, ils ont abandonné. Et les gens sont allés aux élections, et en plein processus électoral, Boni Yahi démissionne du parti, de la présidente de l'année. Il les a livrés seuls. Ils ont pu avoir quelques mairies, quelques conseillers. Aujourd'hui, on dit que le parrainage, si les démocrates ne... Si un candidat, d'abord, c'est pas les démocrates ne vont pas aux élections, c'est un candidat qui va aux élections. Je le dis toujours, le parti peut désigner son candidat. Mais c'est le candidat qui a connu et non le parti. Donc, à la Sénat, c'est pas un parti qui est déclaré, c'est un individu qui dépose son dossier. Un individu. Donc, si ils ne savent pas faire ce qui va se passer, et ça c'est l'œil de l'analyste, s'il y en a un, si le parti joue un peu à son traditionnel jeu de diversion, ce qui va se passer, c'est qu'il y en aura en leur sein
qui sera candidat. Parce qu'il y a des gens qui ont envie d'en découdre et qui ont envie de faire passer leurs idées. Et donc, je pense que Eric Oundete et son vice-président, Noureddin Ouachadi, ils ont intérêt à aller voir leur président d'honneur en lui disant, président, laisse-nous nous battre sur le terrain et nous allons voir. Donc, et ils auront commencé par faire leur dossier pour aller chercher les parrainages. Parce que vous avez parlé du 7 janvier. Effectivement, il y a un membre du Parti Les Démocrates qui se retrouve parmi les requérants, Noureddin Saka Saleh. Le 7 janvier, qu'est-ce qui se passera, Agapit Napoléon Maforican? Il ne se passera rien d'autre. Parce qu'il ne peut rien se passer le 7 janvier que la Cour confirme que bel et bien on doit aller aux élections avec le parrainage. Il n'y a pas de raison. La révision de la Constitution acquise le 1er novembre et validée, promulguée le 7 est acquise. Est acquise. C'est acté. C'est publié. On ne peut pas aujourd'hui retirer ça. C'est impossible. C'est comme si quand on demandait au chef d'État, va prendre des ordonnances, la paix est menacée. Comme s'il pouvait le faire, il ne devrait pas, il ne pouvait pas. Il ne l'a pas fait d'ailleurs. Il a évité ce piège-là. La Cour constitutionnelle ne peut pas créer une autre sécurité aujourd'hui. Donc, rien ne peut se passer le 7 prochain. Le parrainage sera bien confirmé. La question, c'est de savoir, est-ce que la lecture de la Sénat est la bonne? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut des parrainages? L'anonymat, donc. Mais qui peut le plus, peut le moins? Si on fait l'anonymat, c'est qu'on peut rendre ça public. Mais si on rend ça public, on ne peut pas faire l'anonymat. Donc je pense que la Sénat a choisi le mode opératoire le moins problématique. Parce que la Sénat n'a pas empêché quelqu'un de rendre public son affaire. Mais le principe, c'est l'anonymat. Et en France, ça a démarré par l'anonymat. Et après, le Conseil constitutionnel rend public peut-être. Donc, je pense que dans le cas d'espèce, l'anonymat est la voie la plus simple. Et après, si chacun veut, comme je le dis toujours, je peux écrire sur ma page Facebook si j'étais maire ou député. Que j'ai parrainé tel. Que ce jour, j'ai parrainé tel candidat. Puis de toute façon, la Cour constitutionnelle va contrôler les parrainages. La Sénat va le faire, mais la Cour va. Parce que, n'oubliez pas que la Cour constitutionnelle est juge sur tout le processus. Et donc, quand elle va parler le 7, ce sera jeu clos. Et moi, je pense que les partis là, c'est Noureddin, il le sait d'ailleurs, je pense que c'est un juriste, il sait bien que la Cour ne se dédira pas. Il sait bien que ce qui est là est jouable. Je pense qu'ils ont lancé ça comme d'autres. Mais je pense qu'ils ont intérêt plutôt à préparer leur dossier de parrainage. Parce qu'il y aura parrainage. Je pense qu'il n'y a même pas assez. La révision de la Constitution acquise le 7 novembre. Hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est actée et il faut qu'on avance. Et on va avancer avec. Très bien. Vous parlez si bien de la révision constitutionnelle, cette révision qui a permis donc un prolongement pour certains. D'autres pensent que c'est une prorogation du mandat constitutionnel donc de Patrice Talon. Patrice Talon, 5 ans. Plus 45 jours. Et justement, le professeur Frédéric Joël Aïvo a demandé un débat contradictoire. Et vous avez, je me rappelle encore de ce jour, vous aviez dit que vous êtes disponible à pouvoir donc mener ce débat contradictoire avec l'homme. Ça a suscité quand même des réactions, beaucoup de réactions d'ailleurs sur la toile. Vous êtes toujours disponible, Agapit Napoléon Maforican? Je ne sais pas en quoi ça dérègle les gens que citoyens soient prêts à débattre avec un autre. J'ai dit ici que Joël Aïvo, c'est mon maître, c'est mon professeur, ça a été mon directeur de mémoire pour master élection. C'est mon jeune frère, je l'aime bien, je pense qu'il me le retourne aussi bien. Donc, nous n'avons pas d'adversité entre lui et moi. Bien au contraire, il y a une admiration que moi j'ai pour l'intellectuel. Ça c'est clair, pour le doyen. Ça c'est une évidence. Après, nous ne sommes pas sur les mêmes longueurs d'onde, c'est tout. Et ça, il dit des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Alors, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à soutenir la pensée, à soutenir la réflexion, les débats, c'est leur problème. Parce qu'ils prennent les réseaux sociaux comme une sorte de tas d'ordures où ils jettent tous leurs excréments. Ça, c'est leur problème. C'est pas le mien. Moi, le mien, il dit, je suis prêt à discuter avec mon frère, avec mon professeur, et je veux ambitionner cet élève qui tue le professeur, amicalement et intellectuellement, parce que ça donne sa fierté d'avoir d'abord encadré son grand frère, et ensuite d'être son maître. Je pense que je le lui ai dit. Donc, j'ai de l'admiration pour Joël, il le sait très très bien. Le pont n'est pas coupé entre nous, nous discutons. Et comme je le dis, il fut mon doyen, il fut mon directeur de mémoire. Il n'y a aucun problème. Et demain,
si Dieu nous prête vie et santé, on sera toujours... Ces liens ne seront jamais rompus. Après, le positionnement politique et technique, le débat, il est dynamique. Il est dynamique, je dis, il n'y a pas prorogation de mandat, que c'est un problème technique. Et le professeur estime que c'est ça, et il voulait discuter. Le professeur dit qu'il veut discuter avec quelqu'un du gouvernement. Il dit non, ce n'est pas le gouvernement qui a révisé la Constitution. Voilà déjà le premier élément du débat, que je mets d'abord sur la place publique et on peut continuer. Ce n'est pas le gouvernement qui a révisé la Constitution. C'est une proposition de loi. Je trouve bizarre qu'autour du professeur, il y a des doctorants qui ne peuvent pas dire ça déjà. C'est malheureux. Hein? Ils sont jeunes, ils veulent avoir leur doctorat, mais il faut que la science politique, le droit public, c'est pas nécessairement la science exacte. Mais il y a des éléments formels sur lesquels on ne peut pas transiger. Et l'un des éléments formels en la matière, c'est que quand il y a une proposition de loi, n'est pas un projet de loi. Et ils le savent bien. Alors, ils sont jeunes, ils sont doctorants, ils sont incapables de le faire. En fait, Agapit Napoléon Maforinga, vous savez que d'aucuns pensent toujours que, justement, que le gouvernement peut inciter les députés à proposer. Joël et Romiade, nous parlons droit public. Nous parlons droit. Et parfois, c'est la rigueur. Et je vous dis, une proposition de loi n'est pas un projet de loi. Et la révision de la Constitution n'est pas une révision du fait du gouvernement, c'est une révision du fait des députés. Après, chacun est libre de commenter. On va dire les députés nommés, on ne nomme jamais de députés. Et l'élection a été proclamée par la Cour constitutionnelle. Nous devons rester fermes dans l'analyse des choses. Après, si on veut faire une lecture politique, oui. C'est pour ça que je dis que si on reste dans le débat technique... En fait, dans les principes du droit. Dans le débat technique, dans le droit public, nous avons un Parlement qui est en place, qui est bien en place, et qui a fait une proposition de loi constitutionnelle, qui a révisé notre constitution dans les formes de l'art, les formes requises, validées par la Cour constitutionnelle. Il n'y a rien à dire là-dessus, rien à toucher. Parrainage va acter, les 45 jours vont être respectés, rien à dire. Le chef de l'État est en place jusqu'à fin mai. Rien ne peut changer ça. Rien, sauf un plan divin. Personne ne peut maîtriser ça. Mais sur le plan institutionnel, rien ne peut le changer. Et aucun juriste ferme, juriste public ou publiciste, politiste, ne peut dire le contraire. Après, du point de vue de l'analyse politique, on peut diverger. Le politicien, Joël Aïvor, qui est aujourd'hui candidat, ou sa direction, ou des gens autour de son équipe de candidat, peut dire, nous contestons ça, politiquement. Mais vous le contestez avec quelle force politique? Là, c'est les rapports de force. Donc, du point de vue du droit public, pur et dur, on ne peut pas me donner le contraire. La révision est actée, rien à dire. Aucun débat technique ne peut démontrer qu'il y a quoi que ce soit. Je le dis. Et donc, je suis toujours disponible pour faire ce débat-là. Ou avec le professeur, ou avec ses doctorants. Il a ses disciples, ses jeunes, tout là, je suis prêt. Moi, n'importe qui, tout agrégé, tout doctorant, tout étudiant, tout sachant, tout connaisseur, tout intellectuel simple, toute personne en mesure de faire le débat, moi, je m'offre au débat. Parce que je dis, nous devons éclairer les lanternes de nos populations. On ne peut pas faire comme on a fait en 90, quand on a amené Goudou et Olo. Ils n'ont pas été en mesure de faire un débat cohérent, parce que nous étions tous, nous soutenions tous le jeune professeur Théodore Olo. Il avait à peine 42, 43 ans, professeur agrégé, on l'aimait bien. Mais Goudou disait des choses intéressantes à l'époque aussi, qu'on n'a pas pu écouter parce que tout le monde était tellement braqué. Aujourd'hui, même les roches ont disparu. Sinon, si l'OETB avait encore les roches et nous sortait ce débat Goudou-Olo, ça aurait été intéressant parce que le débat a eu lieu sur la Constitution de 1990, avant le vote de la Constitution. Et Goudou attirait l'attention sur un certain nombre d'éléments qui pourraient ne pas marcher dans cette Constitution. Et ça n'a pas raté, notamment au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Il faut que nous puissions tenir du passé des éléments pour bâtir la vérité. Donc, pour moi, je reviens là-dessus, je dis, tout juriste, droit public, dans ce débat-là, à moins d'aller divaguer, doit reconnaître que la révision a été faite, a été acquise suivant les normes du droit et que les éléments sont applicables. Nous n'avons rien inventé comme parrainage, nous n'avons rien inventé comme ajustement du mandat et des délais. Il n'y a aucune prorogation du délai du mandat présidentiel et le président doit rester en place jusqu'au moment où il passe le témoin à son successeur. Donc dans le cas d'espèce, il ne peut pas agir, n'est pas habilité à prendre un certain nombre de grandes décisions, mais il est légalement en place. Il n'a peut-être pas la légitimité
qu'il faut pour prendre certaines décisions, mais il est en place jusqu'au moment où son successeur élu prend fonction. Ça, c'est les normes en la matière. Je suis passionné par ça et je dis, je suis prêt à tout débat. Très bien. De toute façon, la Sénat a publié donc le calendrier électoral le mardi 29 décembre dernier. Donc, les perspectives, c'est quand même une année charnière où on va désigner celui qui va donc nous conduire selon sa vision pendant 5 bonnes années. Et donc, les perspectives, c'est de gros enjeux, Agapit Napoléon Maforika. Oui, c'est de gros enjeux, mais je pense que ça va se faire. Dès que la Cour va se faire la fin de la récréation le 7, je pense que c'est mon souhait et je ne vois pas comment elle peut faire autrement. Dès qu'elle va le faire, tout le monde doit rentrer dans les rangs. Déjà, le 22 février, nous devons avoir la liste définitive. Il y a 2 gros enjeux là, les enjeux de parrainage et les enjeux de santé. C'est important aussi, on n'en parle pas, mais c'est important, la santé des candidats. Donc, il y a ces 2 éléments. Parce que pour ça, vous pouvez être recalé, tout simplement. Absolument, et des gens l'ont été. Donc, voilà. En dehors de ça, il faudrait que les gens puissent travailler. Il faut qu'on entre maintenant dans le débat du fond. Quelle est l'offre en face de Patrice Talon? Qu'est-ce qu'on nous propose? Les démocrates, leur candidat, c'est qui? Qui nous propose quoi? FCBE, au lieu de se chamailler, je pense qu'il faudrait qu'ils suivent la ligne de la direction. J'ai écouté une valeureuse personnalité qui est sortie de ses gonds. C'est quand même dommage parce que c'est une personnalité tempérée qu'on est habitué à connaître. Mais quand on remet en cause un certain nombre de principes internes au parti de manière aussi bruyante, moi je ne trouve pas que ça sage. Les problèmes du parti se règlent au sein du parti. Et puis après, lorsque c'est décidé, il doit y avoir des organes de recours internes. Alors donc, je n'ai pas être précis et je pense que en la matière, les FCBE, il faut rapidement qu'ils mettent de l'ordre et qu'on connaisse leur candidat. Et que les citoyens, ils sachent, ils ne commencent pas à chercher le parrainage. Le MPL a dit qu'ils vont aller chercher le parrainage. Donc, on a déjà Dossous, Yannick, Emmanuel, on a d'autres on a Daniel Eda qui s'est annoncé. Donc, nous sommes déjà, on est déjà 600 candidatures annoncées. Maintenant, quelle est l'offre en face de Patrice Talon? C'est là, il faut, parce que, comme je vous l'ai dit, le président n'a pas dit formellement, je pense que les 3 conditions sont maintenant remplies, il reste juste le oui, qu'on va guetter dans ses prises de parole courant janvier, fin janvier. Tout à fait, puisque déjà du 1er au 4 février, selon le calendrier, il doit y avoir enregistrement donc de candidatures. Je pense que le oui ne saurait tarder, puisque les 3 conditions énumérées sont remplies. Donc, c'était la dernière, c'était l'envie du candidat lui-même. L'envie, il a dit, le 31, je ne peux me dérober. Quand il dit ça, il est clair qu'il est prêt à continuer à servir. Très bien, merci beaucoup Agapit Napoléon Maforika. Merci donc pour cette disponibilité encore, pour ces éclairages. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc c'est la fin de votre émission, le décryptage de la semaine. Bonne suite donc de soirée festive à vous, pourquoi pas sur nos antennes, en compagnie de nos programmes. Ça a dit que les élections seront des moments de fête. Alors donc, perspective, faisons en sorte que les élections soient vraiment des moments de fête et qu'à la fin, que les candidats, comme on a pu avoir au Burkina Faso, qu'à la fin, les candidats se donnent la main en disant « Basta, bon mandat » et que le Bénin gagne.